Merci de nous choisir pour vous informer. Notre confrère Ahmed Aïdara à la gendarmerie de Tchonk depuis 14 heures. Il est entendu dans l'affaire de la mutinerie de Rebeuss à la suite d'une plainte de l'administration pénitentiaire contre Ahmed Aïdara. Les rédactions de Zik FM et Sen TV vous tiendront informés de la suite des événements. Justement, à propos du soulèvement qui a provoqué la mort d'un détenu hier à la prison d'arrêt de Rebeuss, la responsabilité plutôt retombe sur l'État du Sénégal, selon le secrétaire exécutif d'Amnesty International section Sénégal. Seydi Gassama demande l'ouverture d'une enquête et exige la tenue de procès pour les détenus qui attendent depuis des années leur jugement, suivant le reportage de Fatima Diop. Amnesty International section Sénégal déplore la mutinerie à Rebeuss qui a fait mort d'hommes et plusieurs blessés. Nous voudrions d'abord appeler au calme, appeler tous les détenus de Rebeuss au calme pour que les blessés et la perte de vies humaines que nous avons eue hier ne puissent pas se répéter. Seydi Gassama affirme par ailleurs que la faute incombe à l'État du Sénégal et qu'une enquête indépendante doit être ouverte pour situer les responsabilités. Depuis un mois, et même depuis plusieurs mois, nous savons qu'à Rebeuss, il y avait une tension persistante. Face à cette revendication, l'autorité n'a pas donné la réponse. Et hier, on a eu cette action de désespoir. Si 600 détenus cherchent à s'évader, c'est vraiment une action de désespoir. Donc la faute incombe entièrement à l'État. Et nous demandons donc qu'une enquête indépendante soit ouverte pour situer les responsabilités et que des sanctions soient prises. Les droits de l'hommiste pensent que la solution serait de mettre en place des chambres criminelles permanentes. Il faudrait qu'à l'instar des chambres correctionnelles, les chambres criminelles puissent fonctionner de façon permanente, qu'elles puissent siéger tous les jours et juger les gens vraiment dans les délais légaux. Pour qu'elles deviennent permanentes, il faut évidemment des ressources financières, il faut recruter d'autres magistrats pour que les instructions puissent se faire. Il faut construire de nouvelles prisons et fermer tous ces cachots qui datent de l'ère coloniale et qui sont indignes d'un État comme l'État du Sénégal. Seydi Gassama et compagnie appellent les Sénégalais et les chefs religieux à la mobilisation en faveur des prisons afin que l'État du Sénégal respecte les droits des détenus. C'était le calme plat ce matin à Rebeuss. Sur place, rien ne rappelait les affrontements d'hier devant l'entrée de la prison. Juste quelques parents de détenus venus récupérer les bols encore remplis de nourriture qu'ils avaient déposés hier. Mais aujourd'hui, plus que jamais, ils se disent inquiets des conditions dans lesquelles vivent leurs parents ou amis emprisonnés à Rebeuss. C'est un reportage de Mambay Ndiaye. 100 mètres carrés, communément appelé Rebeuss, lendemain des affrontements, c'est la valse des parents des détenus. Ils sont venus pour récupérer les plats qu'ils avaient déposés. Cette dame, sous le couvert de l'anonymat, explique. Je suis obligée de rebrousser chemin après avoir récupéré le repas que j'avais laissé ici hier. Comme bon nombre de parents, c'est des sandwichs et des fatayas jetés souvent dans des poubelles. Et je pense que c'est anormal. Autre chose déplorée par cette dame, le manque d'informations au moment où l'on parle de mort d'homme à l'issue des affrontements. On ne te laisse même pas t'approcher de la maison d'arrêt. Aucune information ne passe. Nous ne savons rien de nos enfants après les émeutes d'hier. Morts ou vivants, en tout cas, on n'en sait rien. Dans le quartier, c'est le calme plat, même si cet homme se rappelle toujours des coups de feu qu'il entendait depuis sa chambre. Habitant du quartier, ancien pensionnaire de Rebeuss, ce jeune homme s'attendait à de tels affrontements. J'étais persuadé qu'un jour viendra. Je savais que cette situation allait se produire. J'ai fait Rebeuss. La nuit, on est comme des sardines. On est considéré comme du bétail. Ça ne peut plus continuer cette situation. Aujourd'hui, le quartier retrouve son calme, même si les habitants dénoncent aujourd'hui leur cohabitation avec la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss qui ternit l'image du quartier. La direction de Vivo Énergie se prononce enfin sur le scandale du carburant toxique qui serait vendu chez nous. Les autorités de la société sont formelles. Il n'y a pas ce genre de carburant au Sénégal. Elles estiment même que les efforts du pays dans la réduction du taux de soufre dans le gasoil ont été accentués. Vivo Énergie a ouvert ses portes à nos reporters. Pape Amadou nous fait le compte-rendu de la visite. Du tanker au réservoir du véhicule, en passant par le raffinage, c'est tout un processus que doit subir le produit pétrolier avant sa consommation. Je vous mets au défi de nous trouver un secteur qui est plus contrôlé
qui est plus régulé que le secteur des hydrocarbures au Sénégal. Je dis ça parce que tout est transparent, tout est connu, de l'importation jusqu'à la livraison du moindre litre. Dans ces conditions d'analyse, il est impossible, selon les acteurs pétroliers, qu'un carburant toxique circule au Sénégal. Ici au Sénégal, il y a cette réglementation qui enserre donc le système des hydrocarbures. Ça veut dire que les produits, on ne peut pas faire entrer au Sénégal n'importe quel produit. Par exemple, le gasoil. Le gasoil a des spécifications. C'est ici, dans ce laboratoire, que la Société africaine de raffinage analyse ses produits. Aucun détail n'est négligé si on en croit le chef de laboratoire. Il y a à peu près 20 paramètres qui sont analysés. Chaque paramètre est suivi. Si un des paramètres est respectable, donc le produit ne peut pas être vendu. C'est la même chose pour les produits extérieurs qui sont vendus au Sénégal. Même si le rapport de Publicaï n'est pas fiable à 100%, il met cependant le doigt sur un problème, c'est que l'Afrique doit encore réduire la teneur de soufre dans son carburant. Et sur ce point, les autorités pétrolières, selon le secrétaire exécutif du Comité national des hydrocarbures, sont à pied d'œuvre pour que d'ici à 2020, 2025 et 2030, que le continent soit au même niveau qu'en Europe et aux États-Unis. Au lieu d'incriminer le carburant distribué par Vivo Énergie, le président de la société demande aux accusateurs de se focaliser sur les véhicules vétustes qui dégagent une quantité impressionnante de produits toxiques, ce qui devrait constituer, selon lui, un problème de santé publique. Nous l'écoutons avec Amadouci. Celui qui va prendre son essence à la pompe, comment on va faire pour savoir que dans son réservoir, il y a 10% de produits qui viennent d'ailleurs et il y a 90% qui viennent de la SAR. Bon, c'est un casse-tête. Et comme je l'ai dit, et comme je l'ai indiqué, ce qu'on essaie d'atteindre en faisant baisser le taux de soufre, c'est de lutter contre la pollution et c'est un ensemble de mesures. Si aujourd'hui vous prenez un carburant avec un taux de soufre plus bas et que vous le mettez dans un car rapide ou dans une voiture d'un certain âge qui donc n'a pas de filtre à particules, etc., cette voiture-là va toujours polluer. Donc c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre. Il faut être cohérent, c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre. Mise en cause dans l'affaire du carburant toxique, les chauffeurs de transport en commun se défendent comme ils peuvent. Ils renvoient les accusations aux multinationales qui assurent la distribution chez nous. Fatoumata Rougisaro est allée à la rencontre de quelques transporteurs. Reportage. La fumée qui se dégage des pots d'échappement de certains transports en commun est qualifiée de nocif à la santé, chose que ces transporteurs n'ont pas manqué de confirmer. Les voitures qui circulent dégagent forcément de la fumée. Il y a des voitures qui ne dégagent pas forcément de fumée, mais la fumée, on dit souvent que cette fumée dégagée par les voitures vétustes, on ne sont pas bonnes. Cela dépend forcément du carburant qu'on utilise. Si on achète une mauvaise qualité de carburant, selon ces septuagénaires, cette situation serait due à l'utilisation de gasoil de mauvaise qualité. En plus d'impacter sur l'environnement, cette fumée est la cause de nombreuses maladies chez ces transporteurs et les populations. Cela nous cause de nombreuses maladies. Il suffit juste de me regarder pour sentir que je suis vraiment malade. C'est en grande partie à cause de cette fumée-là. Cette pollution est l'une des causes des changements climatiques qui détruisent l'équilibre de notre écosystème. La centrale à charbon de Bargny suscite toujours des réactions d'opposition chez les populations de Bargny. Techniciens promoteurs du projet population et autorités administratives se sont rencontrés pour échanger sur les enjeux de cette centrale thermique dont l'investissement est estimé à 135 milliards de francs CFA, suivant le compte-rendu de Cher Ahmed Yansek. La dite centrale thermique à charbon de 125 MW est située entre les communes de Bargny et Sendou. Le projet n'a jamais été agréé par les Bargnois. Ils craignent pour son impact sur leur environnement. Les techniciens rassurent. Nous avons des normes que nous allons respecter. Nous sommes allés même jusqu'à respecter
des arrêtés de la Banque mondiale. On veut juste expliquer aux populations que toutes les mesures sont prises pour installer cette centrale dans les règles de l'art et sans qu'il y ait de risque quelconque pour les populations qui vivent à côté. Les garanties sécuritaires n'ont pas empêché aux populations de nourrir des inquiétudes. Les arguments avancés sont loin d'être négligeables. Mais aujourd'hui, on sait que Bargny est complètement pollué par la présence surtout des particules qu'on appelle les MP10 et les MP2,5 qui sont très fines. Je ne parle même pas des gaz, mais la poussière. Mais ça va rentrer directement dans les voies aériennes, les bronches, et ça va créer des problèmes. Ce projet a démarré depuis 2014. Près de 658 personnes sont en activité présentement sur le site. La moitié est issue de la main-d'œuvre locale. Des mesures d'accompagnement sont destinées aux populations. On a imposé aux promoteurs d'aider les populations à travers la construction d'écoles, à travers la distribution de prix, que les populations se voient dans ce projet-là. Aujourd'hui, qu'ils bénéficient de quelque chose, une retombée directe par rapport à ce projet-là. Mais Bargny dit toujours non à la centrale à charbon. Nous avons dit non à la centrale. Il faut mettre des méthodes techniques parce que le monde est en avance. Nous sommes à l'heure des centrales supercritiques. Cette rencontre entre des parties prenantes de ce projet et les populations de Bargny n'est certes pas la première. Il est évident qu'elle ne va pas être la dernière. L'État du Sénégal, à travers la SONES, veut sécuriser l'approvisionnement en eau des populations. C'est dans ce cadre plutôt qu'est prévue la construction d'une troisième station de traitement d'eau à Keur Momar Sarr. L'usine va combler le déficit en eau que Dakar pourrait connaître. La signature de la convention est prévue ce vendredi avec l'Agence française de développement. Abdoulaziz Sow et Ousmane Dem ont rencontré le directeur général de la SONES. Reportage. Si rien n'est fait d'ici à 2035 pour un bon approvisionnement en eau à Dakar, cette région aura un déficit de plus de 200 000 m3 d'eau. Une déclaration du DG de la SONES, Charles Fall, de soutenir que la construction d'une troisième station de traitement d'eau est prévue à Keur Momar Sarr, ceci pour faire face à cette situation. Près de la moitié de nos besoins aujourd'hui risque de constituer un déficit d'ici 10 ans si rien n'est fait. Face à cette situation, Monsieur le Président de la République nous a instruit de sécuriser l'approvisionnement en eau de Dakar. C'est ce qui justifie cette troisième usine qui aura une capacité de 200 000 m3 jour, aura un coût à peu près de 270 milliards de francs CFA. Un projet qui va impacter la vie des populations, notamment celle des localités traversées par la conduite du lac de Guerre. Nous aurons 3 millions de Sénégalais vivant à Dakar qui auront un accès à l'eau amélioré. Le renouvellement de tout le réseau de distribution de Dakar est également prévu pour réduire le volume d'eau non facturé. Ce réseau date de l'époque coloniale. Ce que nous perdons à travers les fuites d'eau représente l'équivalent de l'usine de Ngich. Donc le volume d'eau non facturé va être très fortement réduit. Les travaux vont démarrer en 2017 et les ouvrages seront en service en 2017. Ici à Dakar, nos reporters ont fait la rencontre de deux fonctionnaires retraités. Ces derniers portaient un regard différent sur la sortie d'hier du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Si l'un d'eux trouve que le PM a remis les points sur les i dans cette affaire du pétrole, l'autre par contre trouve que le Premier ministre est passé à côté. Reportage au Cissé. Après la sortie du Premier ministre ce mardi et la publication des contrats pétroliers, les Sénégalais sont divisés. Certains citoyens ne sont pas convaincus par les arguments du patron de la primature. Je l'ai écouté, mais je vais vous dire personnellement, il ne m'a pas du tout convaincu. Et je ne pense pas qu'il a convaincu les autres Sénégalais. Pour la simple raison, toutes les questions qui ont été posées, le Premier ministre est passé complètement à côté. Et sans pour autant de dire le nom de l'intéressé même, qui est le frère du président. Moi, je pense quand même que actuellement, les Sénégalais, ils ont besoin de savoir la vérité, ce qui se passe dans ce pays. D'ailleurs, il déplore le silence de l'Assemblée nationale sur ces dossiers. Je pense aussi que les députés, ils ont un rôle à jouer. Pourquoi il n'y aurait pas une commission parlementaire qui puisse quand même essayer d'enquêter pour savoir la vérité et étaler au moins nous dire la vérité de ce qui se passe dans ce pays. Voilà. On veut que la vérité. Ce Sénégalais, par contre, signale que le Premier ministre a été clair. Oui. Vous savez, un État
c'est d'abord un État conscient, un État responsable. Parce que ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, c'est que tout le monde a voix au chapitre. Mais les gens ne sont pas assez responsables de ce qu'ils avancent. Vous ne pouvez pas défier un État comme ça dans la nature. Vous ne pouvez pas défier l'État avec des si et des conditionnels qui n'en disent pas long. Alors, je crois que le Premier ministre a bien fixé les règles. Il a bien fixé les règles du jeu d'abord, mais il a montré que l'État est maître du jeu. Parmi les Sénégalais rencontrés, tous souhaitent que les politiques ne déstabilisent pas le pays. Diarga Diouf est un homme plutôt d'une quarantaine d'années. Son métier est de vendre ou d'échanger des livres, une activité qu'il mène depuis plusieurs années, et qui lui a permis jusqu'ici de subvenir à ses besoins. Avec la rentrée des classes qui approche, l'homme a déjà fait son stock et attend les clients. Suivant le reportage d'Amenagui. Diarga Diouf, il se nomme, ce natif de Lambaye dans la région de Diourbel, s'active depuis les années 2000 dans l'échange et la vente de livres d'occasion. Mais à quelques semaines de la rentrée, il a déjà rempli sa cantine et attend les clients qui viennent à compte-gouttes. Ici, on fait dans l'échange de livres. Tu vois, c'est un élève de 6e qui vient d'échanger son livre avec un livre de 5e. La conjoncture est une réalité au Sénégal, confirme Diarga Diouf, qui soutient que les livres d'occasion sont plus prisés par les clients faute de moyens. Diarga, ce père de famille très souriant, se dit très compréhensif avec ses clients qui des fois sont des enfants. Des fois, quand les enfants viennent pour échanger des livres, il arrive que le parent revient pour dire que le livre est abîmé. Dans ce cas, je le change. L'homme de Lambaye n'a pas certes fait l'école, mais il parvient à lire. La cantine paraît petite, mais Diarga, comme un vrai baol, parvient à nourrir sa famille avec ses revenus. Et après la rentrée, je change d'activité. Et c'est avec ça que je parviens à nourrir ma famille. L'échange et la vente de livres d'occasion, une activité qui fait bien l'affaire de Diarga Diouf, mais aussi des parents qui préparent activement la rentrée des classes prévue le 5 octobre prochain. La communauté Khadr pleure toujours son défunt calife Chérif Cheikh Bounam Aïdara, rappelé à Dieu lundi dernier, un rassembleur qui était toujours au service de la communauté. Selon le président de la Fédération des Khadr, Cheikh Ibrahima Keïta a fait son témoignage au micro de Aminata Dramé. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cheikh Bounana Ould Cheikh Taloubia, Ould Cheikh na Cheikh Sadbou, Khalif général des Khadr, était une figure emblématique de la Oumma islamique au Sénégal, en Mauritanie et partout dans la sous-région. Il était aimable, mais il était quand même ferme quand il s'agissait de défendre l'islam. Et ceci avait fait de lui un guide respecté, aimé et respecté. Que Dieu l'accueille dans son paradis le plus. Place à l'actualité sportive. Démarrage des travaux du stade Assane Diouf après la décision du chef de l'État de retourner cette infrastructure sportive à la jeunesse de Rebeuss. Il reste quelques contentieux à vider, informe le ministre des Sports pour que cet édifice sorte de terre. Matar Ba est au micro de notre reporter Aïcha Kamara. Le stade Assane Diouf, vous savez tous que c'est une belle histoire, belle entre guillemets, parce qu'il y a eu beaucoup de remous. Et vous savez tous que le foncier a été cédé à des partenaires. Et que ce contentieux foncier doit être levé par le ministère de l'économie et des finances. On a déjà envoyé une correspondance pour que ce dossier-là soit pris en charge. Si le dossier est pris en charge et le contentieux levé, le foncier sera mis à disposition du ministère des Sports. Et nous avons démarré les concertations parce que le plus essentiel aujourd'hui, c'est dans la phase de conception, prendre les préoccupations des habitants de la Médina, surtout le collectif Sanchez et les différents responsables qui sont là-bas, qui ont plaider ce dossier-là pour que le président de la République prenne ça en tant que candidat, mais aussi qu'il matérialise sa promesse en tant que président de la République. Et nous allons nous
nous organiser pour aller vite pour que ce stade-là soit construit pour le bénéfice des sportifs du Sénégal. L'Union des associations du Bluff accompagne les jeunes talents, notamment ceux qui évoluent dans des clubs professionnels à l'image de Stéphane Badji, aujourd'hui international sénégalais. Cette année, le Boulouji veut poursuivre sur cette dynamique. Bonama Djemé est le président de cette structure qui regroupe les 21 villages de l'arrondissement de Tendouk. Nous l'écoutons au micro d'Abdourahmane Diallo. C'est vrai que l'essentiel pour nous, c'était les activités de développement, mais il faut également lier justement ce que je disais tantôt, l'utile à l'agréable. Des jeunes de talent sont ici. Et nous avons vu par exemple avec l'exemple de l'ancien joueur du Casasport, il s'agit de Stéphane Badji, qui a fait ses beaux jours au Bouloudji et qui se retrouve aujourd'hui en Europe et qui est un footballeur professionnel. Et nous avons également Bodian de Mandégan, qui était là, Bassirou Bodian de Mandégan, qui avait joué avec nous en 2014. Et le but recherché à travers l'organisation de ces manifestations sportives, c'est qu'à l'arrivée, on puisse découvrir de bons talents qui puissent véritablement monnayer justement tout cela à d'autres échelles. Nous passons à présent à l'actualité internationale présentée ce soir par Ndedi Mendao. Un bateau de migrants a chaviré au large des côtes égyptiennes. L'incident s'est produit au port de Rosette, à l'est d'Alexandrie. Les équipes de sauvetage égyptiennes sont parvenues à porter assistance à au moins 150 personnes, selon les responsables cités par l'agence France Presse. Le porte-parole du ministre de la Santé parle de 29 morts et 5 blessés. Des opérations de recherche sont en cours, selon l'agence officielle de presse MENA. L'embarcation contenait au moins 600 personnes à bord. En République démocratique du Congo, un calme précaire règne à Kinshasa ce mercredi matin après 2 journées de pillage et d'affrontements meurtriers entre forces de l'ordre et jeunes en colère contre le président congolais Joseph Kabila, qui n'est pas encore prêt à renoncer au pouvoir. Le dernier bilan de la police nationale fait désormais état de 32 morts. L'opposition, pour sa part, évoque 50 morts. Après 1 an et demi de rudes négociations entre Paris et New Delhi, le gouvernement indien a approuvé cet après-midi l'achat à la France de 36 avions de combat Rafale, a indiqué à l'AFP un responsable du ministre indien de la Défense. Il s'agit de la plus grosse commande à l'exportation pour l'avion de combat français. Le montant de la transaction n'a en revanche pas encore été communiqué. Enfin, au Brésil, l'ex-président Lula Inácio da Silva sera jugé pour corruption dans un volet du dossier Petrobras, le plus grand scandale de corruption de l'histoire du Brésil qui a entraîné la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Accusé de corruption passive et de blanchiment d'argent, Lula Inácio da Silva est désormais formellement inculpé et devra faire face au juge. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Adjabité à 20h30 pour la version Wolof de cette édition. Merci. Au revoir. L'image du quartier. La direction de Vivo Énergie se prononce enfin sur le scandale du carburant toxique qui serait vendu chez nous. Les autorités de la société sont formelles. Il n'y a pas ce genre de carburant au Sénégal. Elles estiment même que les efforts du pays dans la réduction du taux de soufre dans le gasoil ont été accentués. Vivo Énergie a ouvert ses portes à nos reporters. Pape Amodoussi nous fait le compte-rendu de la visite. Du tanker au réservoir du véhicule, en passant par le raffinage, c'est tout un processus que doit subir le produit pétrolier avant sa consommation. Je vous mets au défi de nous trouver un secteur qui est plus contrôlé, qui est plus régulé que le secteur des hydrocarbures au Sénégal. Je dis ça parce que tout est transparent, tout est connu, de l'importation jusqu'à la livraison du moindre litre. Dans ces conditions d'analyse, il est impossible, selon les acteurs pétroliers, qu'un carburant toxique circule au Sénégal. Ici aussi. Merci de nous choisir pour vous informer. Notre confrère Ahmed Aïdara à la gendarmerie de Tchonk. Depuis 14 heures, il est entendu dans l'affaire de la mutinerie de Rebus à la suite d'une plainte de l'administration pénitentiaire contre Ahmed Aïdara. Les rédactions de Zik FM et Sen TV vous tiendront informés de la suite des événements.
Justement, à propos du soulèvement qui a provoqué la mort d'un détenu hier à la maison d'arrêt de Rebeuss, la responsabilité plutôt retombe sur l'État du Sénégal, selon le secrétaire exécutif d'Amnesty International section Sénégal. Seydi Gassama demande l'ouverture d'une enquête et exige la tenue de procès pour les détenus qui attendent depuis des années leur jugement, suivant le reportage de Fatima Diop. Amnesty International section Sénégal déplore la mutinerie à Rebeuss qui a fait mort d'hommes et plusieurs blessés. Nous voudrions d'abord appeler au calme, appeler tous les urnes de Rebeuss au calme. Les instructions puissent se faire. Il faut construire de nouvelles prisons et fermer tous ces cachots qui datent de l'ère coloniale et qui sont indignes d'un État comme l'État du Sénégal. Seydi Gassama et compagnie appellent les Sénégalais et les chefs religieux à la mobilisation en faveur des prisons afin que l'État du Sénégal respecte les droits des détenus. C'était le calme plat ce matin à Rebeuss. Sur place, rien ne rappelait les affrontements d'hier devant l'entrée de la prison. Juste quelques parents de détenus venus récupérer les bols encore remplis de nourriture qu'ils avaient déposés hier. Mais aujourd'hui, plus que jamais, ils se disent inquiets des conditions dans lesquelles vivent leurs parents ou amis emprisonnés à Rebeuss. C'est un reportage de Mambay Ndiaye. 100 mètres carrés, communément appelé Rebeuss, lendemain des affrontements, c'est la valse des parents des détenus. Ils sont venus pour récupérer les plats qu'ils avaient déposés. Cette dame, sous le couvert de l'anonymat, explique. Je suis obligée de rebrousser chemin après avoir récupéré le repas que j'avais laissé ici hier. Comme bon nombre de parents, c'est des sandwichs et des fatayas jetés souvent dans des poubelles. Et je pense que c'est anormal. Autre chose déplorée par cette dame, le manque d'informations au moment où l'on parle de mort d'homme à l'issue des affrontements. On ne te laisse même pas t'approcher de la maison d'arrêt. Aucune information ne passe. Nous ne savons rien de nos enfants après les émeutes d'hier. Morts ou vivants, en tout cas, on n'en sait rien. Dans le quartier, c'est le calme plat, même si cet homme se rappelle toujours des coups de feu qu'il entendait depuis sa chambre. Habitant du quartier, ancien pensionnaire de Rebeuss, ce jeune homme s'attendait à de tels affrontements. J'étais persuadé qu'un jour viendra. Je savais que cette situation allait se produire. J'ai fait Rebeuss. La nuit, on est comme des sardines. On est considéré comme du bétail. Ça ne peut plus continuer cette situation. Aujourd'hui, le quartier retrouve son calme, même si les habitants dénoncent aujourd'hui leur cohabitation avec la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss qui ternit. Pour que les blessés et la perte de vies humaines que nous avons eue hier ne puissent pas se répéter. Seydi Gassama affirme par ailleurs que la faute incombe à l'État du Sénégal et qu'une enquête indépendante doit être ouverte pour situer les responsabilités. Depuis un mois, et même depuis plusieurs mois, nous savons qu'à Rebeuss, il y avait une tension persistante. Face à cette revendication, l'autorité n'a pas donné la réponse. Et hier, on a eu cette action de désespoir. Si 600 détenus cherchent à s'évader, c'est vraiment une action de désespoir. Donc la faute incombe entièrement à l'État. Et nous demandons donc qu'une enquête indépendante soit ouverte pour situer les responsabilités et que des sanctions soient prises. Les droits de l'hommiste pensent que la solution serait de mettre en place des chambres criminelles permanentes. Il faudrait qu'à l'instar des chambres correctionnelles, les chambres criminelles puissent fonctionner de façon permanente, qu'elles puissent siéger tous les jours et juger les gens vraiment dans les délais légaux. Pour qu'elles deviennent permanentes, il faut évidemment des ressources financières, il faut recruter d'autres magistrats